Une escalade sans véritable issue. C'est la meilleure façon de décrire ce qui se passe pour Vladimir Poutine en ce moment concernant la guerre en Ukraine. Ce qui devait être une opération rapide pour prendre l'Ukraine est devenu un bourbier où Poutine est complètement enlisé. Il ne peut pas arrêter la guerre, car cela l'humilierait et risquerait que Poutine soit renversé par ses rivaux. Mais la Russie ne peut pas non plus la gagner. Cela a été prouvé ces 4 dernières années. Même si l'Ukraine chute, les dégâts causés par Poutine à son pays sont tels qu'il ne survivra pas aux conséquences. La phase finale de Poutine a commencé, et tout ce qu'il peut faire, c'est intensifier sans issue possible. Pour comprendre pourquoi, il faut voir comment l'opération militaire spéciale de Poutine a commencé et tourné à l'échec, semblant préparer la chute de Poutine. Tout a commencé avec le rêve d'un agent du KGB qui désirait le pouvoir absolu. L'empire était dans l'esprit de Poutine, un empire si vaste qu'il rivaliserait avec celui-là, construit par Joseph Staline et avant lui les tsars de Russie. Jack Bro, qui est un vétéran de l'US Air Force et un commentateur militaire régulier, le dit franchement lorsqu'il parle de ce que Poutine veut vraiment. « Ces guerres ne finiront jamais », dit Bro. Poutine vise l'empire. Si Poutine réussit en Ukraine, la Moldavie ne tiendra pas longtemps. Les pays baltes seront les prochains. Poutine continuera de revendiquer ses territoires autrefois russes et de redessiner les cartes. Comme l'a rapporté le Conseil de l'Atlantique, dès avril 2023, Poutine lui-même a fait allusion à ce désir de bâtir un empire. Il a ouvertement comparé l'invasion de l'Ukraine aux conquêtes impériales du tsar russe Pierre le Grand, apparemment dans l'espoir qu'une partie de la gloire passée dont jouit la Russie rejaillisse sur lui-même. Poutine affirme qu'il rend à la mère patrie des terres historiques russes, présentant l'invasion de l'Ukraine comme la première étape d'une campagne beaucoup plus vaste visant à ramener la Russie à ce qu'il considère comme sa place légitime à la tête de la scène géopolitique mondiale. Cela a toujours été le plan de Poutine. Bro affirme que ceux qui étaient attentifs l'auraient vu il y a des années, avant que Poutine ne l'admette. Il évoque le retour au pouvoir de Poutine en 2012 après ses 4 ans comme Premier ministre de la Russie, suivant son premier mandat présidentiel. À son retour à la présidence, Poutine a pris des mesures qui, rétrospectivement, marquent le début de ce qui allait suivre. Dès que Poutine est revenu au pouvoir en 2012, la Russie est entrée en mode austérité pour commencer à économiser de l'argent. Parce que Poutine a toujours eu l'intention de récupérer son empire, dit Bro. Le site web World Socialist a rapporté ses actions russes en 2012, notant que le Kremlin avait élaboré un document appelé Stratégie 2020, qui expliquait comment la mise en œuvre d'une série de mesures d'austérité ramènerait la Russie à la prospérité économique. Progressivement, les mesures ont fonctionné. Les données de la Banque mondiale montrent que l'économie russe a connu une baisse de 7,8% en 2009, mais dans l'ensemble, elle a connu une croissance au cours de la décennie suivante. Ce n'était pas toujours une forte croissance. En 2016, l'économie russe ne s'est renforcée que de 0,2% et il y a eu des années de déclin, notamment 2015 et 2020. La situation de la Russie était bien meilleure qu'aux années 1990, même si moins bonne que lors du premier mandat de Vladimir Poutine. À l'époque, beaucoup pensaient que Vladimir Poutine tentait de redresser l'économie russe pour son pays. Avançons jusqu'en 2022, et la véritable raison derrière les mesures d'austérité est devenue claire. La Russie avait besoin d'argent, autant d'argent qu'elle pouvait en obtenir, et elle en avait besoin pour financer une invasion de l'Ukraine, même si la Russie pensait qu'elle n'aurait pas à dépenser une grande partie de ses réserves de liquidités pour mener à bien cette invasion. Des documents révélés ont montré que Poutine pensait que l'Ukraine céderait en 3 jours face à la puissance militaire russe. Une fois cette chute survenue, la Russie aurait un énorme morceau de territoire à ajouter à l'empire naissant de Poutine, ainsi qu'une base sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour conquérir les autres pays mentionnés par Bro. Nous savons maintenant que cela ne s'est pas produit. La Russie s'est retrouvée dans une guerre toujours en cours. Une guerre coûteuse pour l'Ukraine, la Russie et toutes les victimes des ambitions impérialistes de Poutine. Un montant stupéfiant de 24 000 milliards de dollars selon le Centre de recherche en politique économique, en juillet 2025. Aujourd'hui encore, la Russie investit des milliards dans la guerre. TVP Monde a déclaré le 19 décembre 2025 que la Russie consacrera 73% de son produit intérieur brut, ou PIB, à la défense nationale et à la sécurité nationale. Cela indique que Poutine va continuer la guerre, il y est obligé. Poutine n'a pas d'autres options. Il pensait en avoir lorsque le président américain Donald Trump est arrivé au pouvoir. Bro a commenté, suggérant que Poutine et Trump partagent des points de vue similaires, ce dont Poutine espérait tirer parti.
Il souligne que ni l'un ni l'autre ne prend au sérieux les dirigeants de l'Ukraine, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, estimant que le pouvoir appartient à celui qui détient le plus d'armes nucléaires. Cette similitude de pensée, ajoutée au manque de compréhension de l'administration Trump sur la gestion de Poutine, a poussé le dirigeant russe à poser des exigences maximalistes lors des négociations de paix avec l'Ukraine. Il n'y a aucun accord de paix que Poutine accepterait, à moins que tous les avoirs gelés ne soient restitués et que toutes les sanctions ne soient levées. Le gars dit que cela ne peut pas être fait sans les dirigeants soi-disant insignifiants de l'UE, de l'Ukraine et du Royaume-Uni. L'Union européenne détient à elle seule 210 milliards d'euros, soit environ 245 milliards de dollars d'avoirs russes gelés, et elle n'a pas l'intention de les rendre de sitôt. Poutine exige également que l'Ukraine cède la région du Donbass, et il a tenté à plusieurs reprises d'affirmer que la région est sur le point de tomber. Tout cela pour convaincre les États-Unis de soutenir la version de la paix que Poutine souhaite. Parfois, cela a fonctionné, mais lorsque Poutine fait obstacle à ce que Trump veut, comme nous l'avons vu avec la capture de Nicolás Maduro du Venezuela le 3 janvier, Trump a prouvé qu'il agirait sans se soucier de Poutine. Manipulation mise à part, ce qui reste toujours un atout pour Poutine, Trump étant un tel électron libre le rend imprévisible. Cette imprévisibilité implique que la seule vraie voie vers un accord de paix permettant à Poutine de sortir de la guerre avec une chance de sauver la face ne sera jamais garantie. Alors, qu'est-ce qu'un président autoritaire qui veut un empire doit faire quand il n'obtient pas ce qu'il veut ? Eh bien, faire monter les enchères. Frère a suggéré que Trump rêve du prix Nobel de la paix pour son rôle dans les négociations sur la guerre en Ukraine. Poutine a affirmé à plusieurs reprises aux États-Unis vouloir la paix, tout en bombardant l'Ukraine. Je suis sûr qu'en coulisses, les Russes se marrent, comme pas possible, dit Frère, ajoutant qu'il y a eu des extraits des médias russes qui reviennent à la Russie qui troll Trump et son apparente crédulité. En 2025, la Russie affirmait vouloir la paix tout en intensifiant les hostilités en Ukraine. On le constate avec l'usage de drones longues portés par la Russie contre l'Ukraine. Dans son bulletin d'évaluation Russie-Ukraine du 13 janvier, Russia Matters a rapporté que la Russie avait lancé 5649 drones contre l'Ukraine, rien qu'en décembre 2025. C'était environ 3 fois plus que les 1881 drones lancés en décembre 2024. Outre la campagne aérienne, Poutine a aussi renforcé ses actions au sol autant que possible. Le Kiev indépendant rapporte que la Russie souhaite recruter 400 000 soldats en 2026. Elle compte déjà environ 700 000 militaires déployés en Ukraine, un chiffre si énorme que très peu d'armées dans le monde peuvent s'en approcher. Derrière cette escalade et les manipulations tentées par les États-Unis selon Vladimir Poutine, des fissures annonçant un effondrement imminent apparaissent. Examinons les dépenses de la Russie. Bro indique que Vladimir Poutine a su maintenir les lourdes dépenses de guerre russes. Vladimir Poutine ordonne aux banques privées russes d'accorder des prêts préférentiels aux sous-traitants de la défense pour qu'ils poursuivent leur production. Et au cours des 3 dernières années, ils ont accumulé 250 milliards de dollars de dettes d'entreprise. Ce n'est ni dans les comptes ni sur le bilan du gouvernement, mais sur celui des sous-traitants de la défense, affirme Bro. Le problème des prêts, même préférentiels, est qu'ils doivent être remboursés. L'afflux massif de liquidités dans l'industrie de défense russe a provoqué un boom pendant quelques années. Mais comme l'a suggéré le Moscow Times le 26 décembre, ce pic pourrait avoir pris fin en 2025. Les prévisions de croissance de la production industrielle pour 2025 s'élèvent à 1% selon le média, ce qui représente une baisse considérable par rapport aux 56% enregistrés en 2024. De l'informatique à l'électronique, en passant par les équipements de transport et les produits en métallique, la croissance ralentit. Ce qui suggère que l'industrie de défense collective de la Russie commence à manquer d'argent pour fabriquer les produits que Vladimir Poutine a besoin qu'elle produise. Ces entreprises de défense recrutent moins qu'avant. En septembre, Novaya Gazeta a rapporté que la Douma d'État de la Russie avait déclaré en novembre 2024 que les usines militaires russes allaient bientôt manquer d'environ 400 000 travailleurs. Les salaires des sous-traitants de la défense ont baissé de 10% depuis 2024, rapporte le même média. Le Moscow Times ajoute que l'été 2025 a vu les entreprises de défense russes proposer 34 500 offres d'emploi contre 52 000 à la même période en 2024. La bulle n'est pas sur le point d'éclater. Pas encore, mais l'aiguille se rapproche de cette bulle. Et lorsqu'elle atteindra sa cible, l'industrie de la défense que Bro affirme être soutenue par des prêts bancaires privés douteux va commencer à sentir la pression. La Russie viole toutes les règles de l'économie moderne et capitaliste pour poursuivre cette guerre, affirme Bro.
Aujourd'hui, 20% du PIB national n'est constitué que de la dette des entreprises. Ce serait comme si le président des États-Unis forçait les banques à prêter 5 000 milliards de dollars aux entrepreneurs de défense pour envahir le Mexique. Et après 3 ans de combat, nous n'avons pénétré que de 50 km au Mexique. C'est stupide, déclare Brault. C'est aussi dangereux pour Poutine. Ce jeu d'équilibriste affecte évidemment l'économie russe dans son ensemble. Selon la Nouvelle Voix de l'Ukraine du 6 janvier, les renseignements ukrainiens jugent la Russie en crise financière, rendant la récession presque inévitable. Cette récession surviendra avant juillet 2026 si les tendances actuelles continuent, et rien n'indique le contraire. Comme nous l'avons déjà dit, tout ce que Vladimir Poutine semble capable de faire maintenant, c'est d'intensifier la guerre qu'il a commencée, parce que gagner est la seule option qui lui évitera de faire une chute rapide par la fenêtre. Une fois la guerre terminée, cependant, il se peut que ce ne soit pas le peuple russe ordinaire qui inquiète le plus Vladimir Poutine, alors que le dirigeant russe approche de la fin d'une guerre qu'il ne peut pas gagner. Les oligarques qu'il a installés pourraient bien causer sa perte. Après tout, qui pensez-vous être les victimes de toutes ces dettes d'entreprise que Brault affirme exister ? Et par victimes, nous entendons ceux dont Vladimir Poutine se soucie réellement. Ce seront les oligarques, qui possédant les entreprises de défense ayant reçu des prêts préférentiels, dans l'espoir que la guerre, qui s'est prolongée jusqu'en 2026, serait terminée bien avant cela. Les gens ignorent désormais où est le risque et qui sera éliminé. Les oligarques de Poutine. Les oligarques de Poutine sont ceux qui détiennent les capitaux propres dans ces banques, qui vont faire faillite. Ce sont les oligarques de Poutine, qui détiennent les capitaux propres dans ces entreprises de défense qui vont être anéanties. Donc, quand tout cela s'effondrera, ce sera très mauvais pour Poutine, son gouvernement et l'économie russe, déclare Brault. Vous pensez peut-être que nous allons vous dire que les oligarques de Poutine sont sur le point de se soulever et de se débarrasser de lui. Non, ce n'est pas le cas. Comme l'a rapporté Chatham House en octobre 2023, Poutine a déjà commencé à anticiper le problème des oligarques autrefois loyaux, qui se retournent contre lui, en lançant un processus de déprivatisation des entreprises russes, qui lui permet d'installer une nouvelle génération de fidèles. Cependant, ces nouveaux oligarques sont davantage des cadres intermédiaires que des magnates des affaires. Poutine le souhaite ainsi, mais cette approche pose des problèmes, selon Chatham House. La déprivatisation équivaut au démantèlement des institutions que la Russie a connues depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Pour un dictateur comme Poutine, c'est encore plus de contrôle. Cependant, cela signifie aussi qu'il s'entoure de béni-oui-oui, politiquement faibles, qui diront tout ce que Poutine veut entendre. Tant que l'argent continue d'affluer, cet argent fait face à de plus en plus d'obstacles, comme nous l'avons déjà mentionné. Aujourd'hui, contrairement à l'époque des oligarques privés, Poutine contrôle tout mais a perdu l'accès à des voix qui pouvaient l'informer sur la réalité en Russie. Même si Poutine mène un pays à la faillite, ceux qui en profitent, même brièvement, n'osent pas lui dire d'arrêter. En d'autres termes, Poutine ne reçoit pas de bonnes informations, et cette situation ne va pas changer, ce qui cause de gros problèmes à la Russie. Comme le dit Brault, dans les autocraties, le dirigeant se met en colère face aux mauvaises nouvelles, alors on évite simplement de lui en donner. Ils lui disent ce qu'il veut entendre, et c'est alors que les gens meurent, comme l'ont fait les soldats russes durant la guerre en Ukraine. Au 14 janvier, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu environ 1 221 940 personnes tuées, blessées ou capturées depuis que Poutine a lancé son invasion. 2025 a été une année terrible en termes de pertes pour la Russie, du moins si l'on en croit l'Ukraine. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski, a affirmé en janvier que la Russie perd désormais autant de soldats qu'elle en recrute. Et l'équilibre ne fera que pencher davantage en faveur de l'Ukraine, car les remplaçants mal entraînés que la Russie envoie après une formation des plus basiques se retrouvent face au mur de drones de plus en plus imposant de l'Ukraine. Est-ce que Vladimir Poutine est même au courant de tout cela ? Ou bien s'est-il entouré de flagorneurs à un tel point qu'il y croit réellement ? Quand la Russie prétend avoir pris Kupiansk et Pokrovsk, alors que ces villes tiennent encore. Il est difficile de savoir si quelqu'un peut encore dire la vérité à Vladimir Poutine, ou s'il veut l'entendre. Alors que le dirigeant russe a orienté tout son pays vers la création d'un empire, celui-ci a échoué à s'étendre dès le tout premier obstacle. Donc, encore une fois, tout ce que Vladimir Poutine peut faire, c'est intensifier. Plus de bombes, plus de drones, plus de soldats, et davantage de destruction de l'armée russe infligée par l'Ukraine. Où cela laisse-t-il Vladimir Poutine ? Qu'il arrête ou poursuive la guerre en Ukraine, il perd dans tous les cas. Comme l'a écrit Jessica Ludwig, du centre présidentiel George W. Bush,
En décembre 2025, Vladimir Poutine a créé en Russie un léviathan de temps de guerre qu'il doit continuer à nourrir. Nous le voyons déjà sur le plan économique. Le secteur de la défense russe ralentit peut-être, mais il reste l'un des plus grands employeurs du pays. En plus d'être un pilier de l'économie bâtie par Vladimir Poutine ces 4 dernières années, le secteur de la défense ne cesserait pas même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui. La Russie aurait besoin de reconstruire son armée, mais elle ploie déjà sous une économie qui manque de liquidité. La Russie deviendrait ainsi une supposée puissance mondiale avec peu de réel pouvoir. Mais plus inquiétant pour Poutine, selon Ludwig, sont les efforts de la Russie pour gérer l'importante rotation de main-d'œuvre causée par la guerre en Ukraine. La corruption est désormais endémique en Russie, en raison des énormes primes offertes à ses soldats. Ludwig affirme qu'il existe maintenant un réseau de veuves noires en Russie qui épousent des hommes. Elle les envoie en Ukraine, et réclament ensuite l'argent que ces hommes ont reçu. Cela semble sensationnaliste, mais la Russie s'est aussi tournée vers sa population carcérale pour renforcer son armée. Jusqu'à 180 000 d'entre eux d'ici janvier 2025, rapporte le Kiev indépendant, et ce chiffre pourrait désormais être bien plus élevé. Que se passera-t-il quand ces criminels et les centaines de milliers d'hommes, marqués à jamais par ce qu'ils ont vu en Ukraine, rentreront chez eux? Ludwig suggère que nous avons déjà des indices, puisqu'environ 1 millier de citoyens russes ont été tués ou blessés par des soldats russes déjà revenus d'Ukraine. Mettre fin à la guerre maintenant signifierait un afflux massif d'hommes brutalisés et violents, revenant dans une société qui ne semble absolument pas prête à les soutenir. Une économie en plein effondrement n'a généralement pas beaucoup d'emplois à offrir aux soldats de retour, encore moins des emplois qui paient quoi que ce soit de comparable à ce que ces soldats gagnaient en combattant en Ukraine. Mettre fin à la guerre créerait un cauchemar intérieur pour Poutine, mais son alternative est une impasse qui semble ne jamais finir. La guerre continue dans ce scénario, ce qui signifie que des centaines de milliers, voire même des millions de Russes, meurent ou sont blessés à cause des combats. Poutine est en train d'épuiser lentement toute une génération d'hommes russes dans une guerre d'usure. Cela, en supposant que l'Ukraine conserve le soutien qu'elle reçoit de l'Occident et continue sur la même voie, continuera probablement à faire rage même lorsque Poutine, âgé de 73 ans, mourra. Même si la Russie finit par gagner en Ukraine, peut-être dans quelques années, le pays continuera à souffrir. Les difficultés économiques persisteront, aggravées par la perte de nombreux hommes. Les taux de natalité resteront bas, et ils avaient déjà atteint leur niveau le plus bas depuis 200 ans, en avril 2025 selon le Moscow Times. L'expansion de l'Empire russe serait suivie d'une longue période où la Russie tenterait de se remettre d'une guerre qui ne s'est pas déroulée comme Vladimir Poutine l'avait affirmé. Vladimir Poutine doit aussi craindre les ultranationalistes russes, voulant dominer totalement l'Ukraine. Ce sont le genre de personnes qui pourraient agir s'ils perçoivent une faiblesse chez leurs dirigeants, donc maintenir la guerre en cours signifie qu'ils n'en ont pas l'occasion. Peut-être qu'il n'y a plus qu'une issue pour Vladimir Poutine. Escalader jusqu'à sa mort. Le dirigeant russe espérera que cette mort soit paisible, idéalement sans aucune fenêtre impliquée. Il pourrait tenter de prolonger la guerre en Ukraine jusqu'à sa mort, évitant ainsi de gérer le chaos qu'il a causé. De toute façon, l'avenir n'est pas prometteur pour la Russie et l'Ukraine. Alors que les soldats meurent en masse, les alliés occidentaux de l'Ukraine maintiennent leur soutien. Le Royaume-Uni en fait partie, et il travaille sur la création d'un missile balistique que l'Ukraine pourra utiliser pour dévaster la Russie. Il s'appelle Projet Nightfall, et vous pouvez tout apprendre à son sujet en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur la Russie en déclin.